cem-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler d'homéopathie. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Édouard Broussalian. Bonjour docteur Broussalian. Bonjour Gilles, vous allez bien? Ça va très bien, merci. C'est un provisoire qui ne présage rien de bon. Édouard Broussalian, vous êtes médecin homéopathe, je dois rajouter passionné, car vous étudiez seul l'organon et le répertoire de Kent, les ouvrages donc de référence de l'homéopathie, dès l'âge de 15 ans. L'homéopathie chez vous est une histoire familiale, si je puis dire, car vous faites vos études de médecine à la faculté de Grenoble tout en bénéficiant de l'expérience de votre père, Georges Broussalian, lui-même médecin et élève direct du docteur Pierre Schmitt, qui est un maître en matière d'homéopathie genevois et qui s'était rendu dès 1922 aux États-Unis pour étudier avec les disciples de Kent, un des pères de l'homéopathie. Vous avez tout d'abord créé l'école Planète Homéo en 1996 et vous avez ensuite donné naissance à l'IHS, l'International Homeopathic School, pour transmettre une homéopathie des plus exigeantes. Quel parcours! Oui, je me voyais pas si vieux déjà. Donc je vais utiliser le premier chapitre de l'organon comme ouverture pour notre émission et dont le premier énoncé va parler à tout le monde. Chers auditeurs, la plus haute et même l'unique vocation du médecin est de rétablir la santé. Cher Édouard, commentez-nous ce passage. Bien volontiers. Rétablir la santé, qu'est-ce que ça veut dire pour l'organon? Dans un monde qui est bouffé par le relativisme, je vais avoir l'art et la manière de me faire que des ennemis en essayant de placer en effet la médecine à la place qui lui revient, c'est-à-dire une vision grandiose avec, si possible, comme objectif, guérir. Au paragraphe 2, Hahnemann d'ailleurs va nous définir les critères qu'on peut exiger d'une médecine, qu'on peut résumer aussi en latin, cito, tuto et iucunde, ça veut dire que ça va être rapide, global et de belle manière. Mais n'est-ce pas le métier du médecin que de guérir? Ça serait intéressant de poser la question à nos confrères. Si quelqu'un se pointe dans un cabinet médical aujourd'hui qui demande à notre confrère « c'est quoi votre but dans la vie ?», on va pas être déçu des réponses. Pour la plupart, il y en aura pas. Vous soigner. Non. D'accord. Non, on n'apprend pas ça à la faculté. On apprend à la faculté à fermer sa gueule et à ne suivre que ce qui est produit par ce qu'on a l'outrecuidance d'appeler l'evidence-based medicine. D'accord. On aimerait surtout plus de vérité et moins de preuves, surtout quand elles sont toutes fabriquées par l'industrie. Et donc on en revient au problème, qu'est-ce que c'est guérir? C'est ça. Alors le mot est banni du vocabulaire médical, puisque, bien entendu, aujourd'hui, on explique aux médecins qui sont là pour accompagner, pour pouvoir gérer éventuellement les symptômes, donc faire caca à la bonne heure, dormir comme il faut, baiser comme il faut, penser comme il faut, ça c'est la radio s'en charge aussi. Le ton est donné. Le ton est donné. Oui, tu sais, je suis issu d'un génocide pas tout à fait complet, donc j'ai des comptes à rendre qu'à ma conscience et au patron là-haut. Donc le reste, je vous emmerde tous, mais c'est à peu près ça la philosophie. Ça va, je situe bien le contexte. Bien, vous situez le contexte. Non, la vie est trop courte pour faire semblant. Et on nous a habitués, malheureusement, à nous contenter de très peu. C'est-à-dire que le mot guérir est banni du vocabulaire médical. La médecine, ça va consister en gros à calfeutrer les gens, à leur faire avaler le maximum de médicaments, en les prolongeant au plus possible pour qu'ils consomment toute leur existence. Donc vous voulez dire qu'en fait, c'est du symptomatique ? C'est purement du symptomatique. Alors pourquoi c'est purement du symptomatique ? On pourra revenir sur la question. Bien sûr. Hahnemann est le premier, donc le fondateur, à se poser la question. Qui est Hahnemann ? Donc Hahnemann, c'est un gars qui est pénétré par la médecine et par la recherche de la vérité. D'accord. Malheureusement, on a très peu de gens qui sont en recherche de vérité. Bien souvent, d'ailleurs, la science va être utilisée pour valider des points de vue, en la déformant comme il se doit pour obtenir le résultat voulu. Exemple, aujourd'hui, si tu fais des études de climatologie qui mettent en doute le dogme actuel, personne ne va vouloir te financer. Donc, c'est qu'un exemple parmi d'autres milliards d'autres. Et Hahnemann, dans cette recherche de la vérité, était tellement persuadé que la médecine de son temps l'enseignait, mise en avant par M. Brousset, avec des magnifiques théories. On enseignait quand même 500 millilitres de sang en France chaque année. Eh bien, il a dit, je refuse de faire la médecine, j'arrête. D'accord. Alors, il n'y avait pas d'URSSAF, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait rien, donc il s'est retrouvé à poil pour faire vivre sa famille. Sa femme a dit qu'il était devenu fou, et puis, donc,
au décours d'une traduction, parce que c'est un homme extrêmement savant, les deux vont de pair souvent, on devient savant parce qu'on est à la recherche de la vérité. Il est tombé sur un passage d'une matière médicale d'un monsieur Cullen qui reste en Écosse très connu comme un très grand médecin et qui disait que la quinine fonctionnait dans la malaria parce que ça renforçait les parois de l'estomac. Et Hahnemann, à chaque fois qu'il a eu l'occasion de prendre de la quinine, ça lui avait foutu des crampes d'estomac terribles, donc visiblement ça déglinguait l'estomac, donc il y avait un peu de peine à traduire ce passage. Et c'est là qu'il a eu l'intuition de prendre la quinine sans être malade, l'écorce de quinquina sans être malade, et il s'est rendu compte que... Mais comment il a fait du coup pour... Il s'est mis à trembler, à sentir comme s'il allait tomber malade en prenant le produit. Il l'arrête, les symptômes partent, il reprend, les symptômes reviennent. Donc tout ça, ça nous semble évident, mais c'est la première fois qu'on applique à la médecine la démarche expérimentale. C'est pour ça que tous les détracteurs qui cassent l'homéopathie sans l'avoir jamais étudiée, et qui se placent dans la position des cow-boys face aux Indiens, moi je suis tellement con que je donne un truc dilué, il n'y a rien dedans, j'aime bien, mais bon... Et donc, Hahnemann introduit la démarche expérimentale en médecine, avec ensuite, finalement, l'objectif de guérir. Et l'intuition a été, est-ce que la quinine, qui provoque des symptômes similaires à l'accès de fièvre, est-ce que c'est une coïncidence? Ou est-ce qu'il y a une grande loi là-dessous? D'accord. Et il a mis 12 ans d'expérimentation pour répondre à ça. Ok, donc là, mais là on anticipe un peu. On anticipe un petit peu. Vous êtes en train de nous évoquer qu'un produit peut donner des symptômes à l'identique d'une pathologie, c'est ça? Donc c'est la loi de similitude. Alors là, il faut faire attention. On ne peut pas donner l'identique. Ça n'existe pas. Mais on peut donner le similaire. Quelque chose qui est suffisamment similaire pour que ce soit accepté. C'est un peu comme de forger une clé. On va trafiquer la serrure avec une clé suffisamment ressemblante pour que ça joue. D'accord. Et en homéopathie, vous parlez de substance vitale, de vitalité, d'énergie vitale. Qu'en est-il de cette théorie, de ce concept? Alors, l'homéopathie fait fi de toutes les théories. L'homéopathie, ça consiste à accepter les faits et surtout à approcher la manifestation biologique, non pas de la manière dont on le fait actuellement avec la médecine du cadavre, qui consiste à découper des morceaux, à découper des fonctions, qu'on peut toujours établir, je ne conteste pas, mais on guérit personne. L'homéopathie montre une chose très simple. Toute personne présente une totalité de symptômes. Alors il peut y avoir un symptôme parmi 1000 qui va justifier qu'on va voir le médecin, je dors pas, j'ai mal au ventre... Je fais des sinusites, tout ce que vous voudrez. Mais à chaque fois, c'est une totalité. On voit des gens qui ont trop chaud, qui ont trop froid, qui ont des troubles avant les règles, après les règles, qui ont toutes sortes de troubles dont ils ne vont pas parler, mais tout ça constitue une totalité. Un ensemble de troubles qu'on pourrait appeler le terrain constitutif de la personne. Si on veut, je m'accroche pas aux mots, c'est pas un gros problème, mais c'est bien, je traduis. Pour parler clairement, il existe toujours chez tout patient une totalité de symptômes qui touchent aussi l'être avec les fonctions intellectuelles, les sensations, les émotions, la dépression, l'irritabilité, l'anxiété, etc. Alors, à ce moment-là, chacun, et c'est le problème de ce monde du relativisme, c'est que chacun veut prendre une vérité relative et l'ériger en théorie absolue. Par exemple, les uns vont raisonner sur les hormones, les autres sur la conductivité de je ne sais quel tissu. Chacun va avoir son... Mais à chaque fois, on va se focaliser sur la description de mon index, sans comprendre que l'index désigne une direction. Ça me rappelle un adage. Il y a un adage. Mais je suis gentil pour une fois, tu vois... Je dis tu, pardon, parce que j'ai tendance à tutoyer un peu tout le monde. Et l'idée maintenant, c'est que s'il existe une totalité qui se maintient avec acharnement, et que la médecine classique, que j'aime bien appeler la médecine du cadavre, parce que la vision, c'est on peut nous découper en organes ou en fonctions, mais ça peut marcher chez le cadavre, mais chez le vivant, non, c'est une globalité. Et la médecine n'est pas capable de comprendre que... Alors c'est un truc nouveau en médecine, j'introduis la réflexion, je m'excuse, c'est un peu brutal, mais on peut arriver à suivre après. Bien sûr. S'il y a une totalité, on est obligé d'admettre qu'il n'y a pas une glande de la maladie quelque part. Ça m'étonnerait, ou alors Dieu serait vraiment un salaud quand même. Non, bien sûr. Et donc on est obligé de remonter en amont des organes et de poser par le raisonnement qu'il y a une dérégulation en amont des organes. Et là, on devient un médecin vitaliste. Donc, on est obligé d'admettre... même si ce n'est pas à la mode, qu'il y a quelque chose de plus que simplement les rouages chimiques qui régissent l'organisme. D'accord. Donc il y a le premier constat, totalité du patient implique forcément une vision vitaliste. Le dérèglement ne peut pas être autrement qu'en amont des organes. Deuxième point, toute substance qu'on va introduire dans cet organisme, sans exception, va elle-même être capable de générer une totalité.
C'est-à-dire que ce qu'on ose appeler dans notre médecine autoproclamée scientifique les effets secondaires, c'est le reste de la manifestation du produit qu'on a administré, qu'on ne veut pas voir et qu'on déclare secondaire. Absolument. Donc, chaque substance étant elle-même capable de produire une totalité potentielle, pour connaître les vrais effets d'une substance, qu'on va voir comme une réelle maladie artificielle, contrairement à ce qu'on fait toujours encore actuellement depuis le Moyen-Âge, c'est de donner une drogue sur le patient. Il va falloir expérimenter la drogue chez des volontaires pour voir comment on tombe malade avec le médicament. Et donc, on va décrire le portrait d'une maladie artificielle médicamenteuse. D'accord, je comprends. Je vais un peu vite, mais bon. À partir de là, tout simplement, la médecine se résume à la rencontre ou à l'interaction de deux totalités. Ça explique d'ailleurs pourquoi il y a un tel qui a été mieux avec un médicament, oui, et que l'autre un tel prend le même médicament, il est malade comme un chien. Absolument. Parce qu'il n'y avait pas, justement, de comparaison entre les deux totalités, du patient et du médicament. Absolument. En fait, l'homéopathie donne des clés absolument générales après. Ah, bien sûr. Donc, cher Édouard Broussalian, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. De retour avec le docteur Édouard Broussalian qui était en train de nous évoquer que la pathologie est une totalité qu'il faut prendre en compte pour mieux soigner, n'est-ce pas? Et le seul moyen qu'on a pour soigner avec les médicaments, c'est de faire interagir la totalité du médicament avec la totalité du patient. C'est-à-dire que je ne me place plus dans une vision d'industriel qui fabrique des bagnoles avec je monte les voitures, le pare-brise, le machin. Non, c'est pas... à partir d'une seule cellule primordiale, ça a donné le merdier devant moi qui s'appelle Gilles Goncalves et que je ne peux pas résumer, malheureusement, à une seule équation. Et l'homéopathie nous montre que, de manière opposée à la démarche réductionniste, qui a donné des résultats dans les sciences dures, c'est merveilleux, on a fait des bombes atomiques, on a fait des empilements de japonais autour des villes, c'était très très sympa. Mais la science dure ne peut pas s'appliquer au biologique. Parce que Hahnemann le décrit dès le paragraphe 1, ce que vous m'avez cité, il faut renoncer au réductionnisme. Alors c'est à la fois une force et une pierre d'achoppement, parce que du coup on va te dire oui mais t'es pas un vrai scientifique. Je suis scientifique différent parce que pour parler une langue que j'exècre de plus en plus, l'anglo-saxon, on est obligé d'admettre qu'il y a un pattern recognition. Je ne peux pas prétendre, et personne ne peut, savoir comment fonctionne un organisme qui est constitué, paraît-il, de 10 puissance 13 cellules. Ça fait quand même 100 galaxies comme la nôtre si on compte le nombre d'étoiles. Et j'ose même pas savoir combien il y a de mécanismes dans chaque cellule. Oui, c'est sûr. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est compliqué pour vous, et évidemment médicalement parlant, de prendre la totalité d'un patient et de travailler que sur un seul symptôme en disant ça y est, on va le guérir. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est tellement une nébuleuse que c'est complexe de soigner quelqu'un. Évidemment, ça rejoint aussi la médecine métabolique, les notions de terrain, si je puis me permettre. Et donc, qu'on le veuille ou non, la plupart du temps, quand on va assister à un réel phénomène de guérison, parce qu'il faudra éventuellement, mais dans le temps qui nous est imparti, c'est difficile, faire la distinction entre une suppression de symptômes et une réelle guérison qui consiste à rétablir la santé, comme Hahnemann l'explique au paragraphe 1. Mais cette guérison ne peut être obtenue que par l'interaction de ces deux totalités, celle du patient et celle de la drogue. Et donc, comment comparer deux totalités? C'est-à-dire que si je prends ma main et mon téléphone, c'est pas très très comparable. Donc, à un moment donné, il y a une comparaison qui vient avec deux mains qui se mettent comme ça. Et ça s'appelle simplement l'homéopathie, c'est que la seule comparaison valable, c'est quand on va introduire dans l'organisme une substance qui va avoir une totalité très ressemblante à celle du patient. Ça coule de source, hein. Ce que j'explique, c'est purement de la logique. Alors c'est un peu nouveau encore en médecine, je m'en excuse, mais bon, on peut quand même arriver à se départir de la propagande des labos. On peut en discuter. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que le phénomène, quand on introduit une substance similaire dans l'organisme, l'attraction, si je peux dire, est telle qu'on va se retrouver avec des phénomènes monstrueux d'aggravation. C'est pour ça que la voie des similaires, des semblables, a pas été très explorée. Alors, on a des textes d'Hippocrate, tout ça, mais si on donne la substance à l'état massif, on va se retrouver avec des phénomènes d'aggravation monstrueux parce que, en fait, cette loi homéopathique, cette loi qu'on va appeler la loi des semblables, c'est rien d'autre que l'application à la biologie du troisième principe de Newton. C'est-à-dire, en fait, il y a un principe d'action et de réaction. Bien sûr. Tout le monde le sait, c'est que quand on donne une drogue contre quelque chose, le quelque chose revient au galop, tu m'étonnes, Simone.
Et il faut tout le temps augmenter les doses. Alors comment vous faites justement pour qu'il n'y ait pas autant de réactions que ça pour soigner en donnant un principe homéopathique? C'est là encore l'expérience qui a tranché. Hahnemann s'est rendu compte qu'il s'est mis... Alors c'était un sacré chimiste, un toxicologue et chimiste. Oui. Il a entretenu une correspondance très active avec Lavoisier. Il a découvert, qui a été récompensé à juste titre par Révolution. Il a inventé le mercure soluble qui a servi à traiter la syphilis dans toute l'Europe. Oui. Et vous avez l'exemple célèbre d'un professeur qui cassait l'homéopathie à l'université de Vienne. Et le gars a eu le déclic. Sur son tableau noir avec ses étudiants, il écrit les symptômes de l'intoxication au mercure. Et là, il dit « Ah, merde, mais c'est exactement les symptômes de la syphilis. » Donc, bref, toujours est-il que chaque fois qu'on va se retrouver devant une réelle guérison, c'est qu'on a fait de l'homéopathie sans le savoir. Donc en fait, je pense quand même que si on essaie de guérir ses semblables, c'est pas mal d'étudier l'homéopathie pour comprendre qu'il y a des lois précises pour guider la prescription. Absolument. Et ça, personne n'en veut. Parce que bizarrement, la médecine, c'est le seul champ qui est proclamé scientifique où, contrairement à toutes les autres branches de la science, on va observer des phénomènes pour tenter de régir, de voir les lois qui régissent ces phénomènes. Eh bien là, non, surtout, il n'y a pas de loi en médecine. D'accord. Parce que c'est toujours les modes. Bien sûr. Alors, là, je tente de te comprendre, vu qu'on en était à, puisqu'on donne le 6 millimum, comment on fait pour que ce 6 millimum ne soit pas aggravant des symptômes? Est-ce que là, on ne serait pas dans la dilution? Alors, la dilution, ça reviendrait à dire que si je fais pipi dans le lac du côté de Lausanne, je vais avoir le médicament à Marseille. C'est pas comme ça que ça se passe, effectivement. Ça serait trop simple. Hahnemann a, de manière fortuite, découvert que le problème de fragmenter successivement et de secouer, il y a un rôle physique des secousses. D'accord. Alors, c'est seulement aujourd'hui qu'on commence à comprendre pour donner, je dirais, une justification scientifique au phénomène. La succussion. Voilà, la succussion. Mais je me permets de rappeler qu'aujourd'hui, on utilise un téléphone sans savoir vraiment comment c'est fait dedans. Et les mecs qui fabriquent eux-mêmes les appareils ne savent pas exactement ce qui se passe. Personne ne connaît exactement la nature de l'électron. On a, là encore, simplement des lois qui décrivent les phénomènes. Il faut bien comprendre que la science, c'est descriptif. D'accord, mais dilution, succussion... Et c'est très différent, c'est que Hahnemann l'écrit de manière absolument brillante. Le passage, j'ai mis peut-être une journée entière à le traduire. Il explique que tout se passe comme si il y avait, par ce procédé, la substance matérielle est dégagée de sa gangue matérielle, et qu'on entre dans un processus qui est rayonnant. Et en effet, c'est très facile. On a toute une équipe de médecins en 1927 déjà, qui a montré que les réflexes physiologiques sont affectés par la présence d'une dynamisation. Ça change ça change le rythme cardiaque, ça change la dilatation de la pupille, etc. C'est tout à fait intéressant. Et quand on veut animer une bonne soirée, on prend un volontaire, on le fait asseoir, on lui éclaire sa pupille, on rapproche des doses homéopathiques et on voit des phénomènes spasmodiques de la pupille. C'est très étonnant et ça se passe à distance. Leucisme, midriase, c'est ça? C'est tout à fait troublant. Et c'est reproductible facilement, donc on n'a même pas besoin de satellite pour ça. Et très clairement, l'organisme ressent un signal qui est transmis par le médicament. Donc en homéopathie, on parle de signal finalement, c'est ce que vous expliquez. C'est un signal et c'est toute la difficulté, c'est qu'on est devant une médecine de masse classique qu'on nous vend, qui est industrielle, qui va interférer avec tous les rouages chimiques que nous avons. Ça, j'ai bien compris. Ça va. L'homéopathie te montre que le malade va se comporter comme une antenne qui ne peut être réglée que sur une fréquence déterminée, c'est celle du remède similaire. Donc, on peut se gratter pendant longtemps. Oui. Tant qu'on veut continuer de tirer sur un mirage, on va toujours sortir une artillerie toujours plus lourde, mais le mirage, il s'en fout, il ne sera pas affecté. Le mirage, c'est de vouloir traiter la fonction de l'organe, le morceau. On envoie des ordonnances avec 12, 15, 20 médicaments. Je ne parle même pas des petits vieux. Mais déjà, aujourd'hui, on donne des antidépresseurs aux bébés. Ouais. Ça se passe bien, je pense. Du coup, si je résume, l'homéopathie est une fréquence d'un signal qu'on envoie dans le corps. On peut admettre que la matière devient une fréquence, mais en fait, le peu qu'on sache, alors je passe mes antécédents de la médecine quantique de la science quantique, avant que ça devienne maintenant soi-disant la médecine quantique, mais il faut bien comprendre que l'eau n'est certainement pas du H2O avec 2 boules de billard comme on l'a expliqué, c'est infiniment plus complexe. Donc dans la dilution, il y a le phénomène de la mémoire de l'eau. C'est pour ça qu'il faut parler de dynamisation, et je répète bien qu'en tant que médecin, je n'en ai rien à secouer. Moi, ce qui m'intéresse... Secouer, c'est le cas de succussion. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir guérir mon patient. Qu'il y ait des fondamentaux là-dessous,
c'est comme la photo de Pluton, c'est vachement sympa, mais j'en ai rien à battre dans le quotidien. Ça va pas m'aider à guérir ma femme dépressive après son accouchement, ou le mec qui saigne comme un âne parce que... D'accord ? Donc, point barre. Bien sûr qu'il y a une explication de science dure, mais cette science dure au niveau de l'électron, de la mitochondrie, de que sais-je, ne va pas m'expliquer pourquoi je tombe malade à la suite d'un deuil que je n'arrive pas à faire. Donc c'est un ensemble de signaux. Évidemment. Et ce que vous proposez, c'est une sorte de signal simillimum qui va forcer la réparation du problème. Et il n'y a pas d'autre chemin, c'est pour ça qu'on se fait mal voir, parce que chacun à l'heure actuelle aura sa théorie, mais sa théorie ne tiendra jamais devant la vision globale du pattern recognition. Beaucoup de gens ont vu des gens malades, et c'est l'exemple de Newton. Il y a un mec qui a vu une pomme tomber, qui a eu la révélation. Hahnemann, c'est à peu près semblable. Oui, donc extrêmement intéressant. Donc l'homéopathie repose, je résume de nouveau, sur l'ensemble des symptômes du patient, auxquels on va mettre un minimum pour aider l'organisme à s'adapter, en tout cas le faire réagir à travers un signal qui va passer grâce à une dilution homéopathique. C'est très important de noter que la loi de guérison appliquée à la médecine, c'est pas quelque chose qui sort comme un lapin d'un chapeau, mais c'est bien quelque chose qui se raccroche à quelque chose de très connu dans le monde physique, qui est le 3e principe de Newton. Et une fois qu'on comprend, ça devient assez apparent, parce qu'en fait, chaque fois qu'on veut faire le contre quelque chose, de manière très infantile, finalement, on fait qu'aggraver le phénomène. Parfait. Donc, merci, Dr Broussalian, pour toutes ces explications. Ça vaudrait l'occasion de refaire une émission sur l'homéopathie et certains des détails de l'homéopathie qu'on n'a pas forcément le temps d'étudier là aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'Intentional Homeopathic School et vous retrouvez donc le Dr Broussalian et son école sur Internet. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain à 15h30 sur Sud Radio. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.